le cadre de nos activités d'accompagnement dans le management personnel. Comment découvrir qui on est, ce que l'on a, afin de l'orienter vers l'atteinte d'un objectif précis. Bon, les ateliers pratiques d'ABS ont débuté depuis mars déjà. Pour ceux qui n'étaient pas encore informés, on mène cette activité depuis mars et la thématique, c'est un nouveau jour se lève pour vous. Nous avons pu aborder depuis mars dernier déjà plusieurs thématiques. Nous sommes à la 4e session plénière. Donc, pour ceux qui vont nous prendre en chemin, bienvenue parmi nous. Pour ceux qui sont là depuis un moment déjà, bienvenue également. Et j'espère que la session d'aujourd'hui va nous permettre d'avoir plus ample d'éléments pour nous acheminer vers le processus que nous avons si bien commencé. Alors, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent là qu'aujourd'hui, je vais quand même procéder à un bref rappel des objectifs des ateliers pratiques d'ABS. Les ateliers pratiques ont pour but de répondre aux besoins. Lorsque vous voyez ATP, c'est juste atelier pratique. Les ATP ont pour but de répondre aux besoins de chaque individu, de se découvrir, de se construire une vision et agir intentionnellement au quotidien pour atteindre cette vision. La finalité étant de permettre aux participants d'être plus conscients d'eux-mêmes, de leurs spécificités, afin de les amener à mieux se déployer dans leurs projets personnels, leurs organisations et dans la société. Donc, vous avez là un bref rappel des objectifs des ateliers pratiques d'ABS. Bon, peut-être que je pense que je me suis présentée au préalable. Yolène Raïssa Tamakipo. Donc, ça, c'est l'objectif qu'on poursuit depuis mars déjà pour vous refixer un peu dans le contexte parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, beaucoup, j'en suis certaine, pour nous refixer dans le contexte. On a abordé beaucoup de thématiques depuis le 2 mars. Le 2 mars, on a eu un nouveau jour se lève pour vous. Le 6 avril, en session plénière, nous avons eu pour thématique se connaître soi-même, s'assumer et décider de se surpasser. Après une session plénière, nous tenons 2 sessions d'accompagnement parce que le but est qu'après une thématique, qu'on puisse mettre ce qu'on a appris lors de la session plénière en pratique, d'où les ateliers pratiques. Et en session d'accompagnement, on parvient à évaluer si oui ou non vous avez compris ce qui a été partagé en session plénière. Le but étant, n'oubliez pas l'objectif, de pouvoir devenir intentionnel, de se réorganiser, de savoir qui on est, de savoir à peu près quelle est la vision qu'on voudrait atteindre et commencer à agir intentionnellement au jour le jour. Le 18 mai, nous avons eu pour thématique se construire une vision saine et spécifique. Et nous avons eu au cours de ce mois de juin également 2 sessions d'accompagnement par rapport à la thématique de se construire une vision. Pas juste une vision, mais une vision qui est saine et spécifique. Le 1er juin et le 22 juin, nous avons pu tester les visions que les participants ont pu écrire, si jamais ces visions étaient saines et si jamais elles étaient spécifiques. Il était question pour moi de vous rappeler un peu ce contexte-là pour que vous ne soyez pas totalement perdus. Peut-être qu'à la phase des questions-réponses, vous pourriez me poser davantage de questions sur le cheminement jusqu'ici. Mais il y a nos pages Facebook et nos pages YouTube sur lesquelles vous pourrez avoir toutes les sessions plénières. Les sessions d'accompagnement, nous ne les partageons pas parce que ce sont vraiment des cas spécifiques, les vies de chacun sur lesquels on échange sur les projets de tout un chacun et on ne veut pas nécessairement le publier. Mais ce qui est échangé lors des sessions plénières, que ce soit sur YouTube, ABS Consulting Salle, ou que ce soit sur Facebook, vous aurez le lien de toutes ces différentes sessions plénières qui nous ont permis d'arriver et de déboucher sur la thématique du jour, à savoir décliner sa vision en objectifs et en plan d'action réalisables. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? On est parti de se connaître soi-même et décider de se surpasser. Ensuite, on a travaillé à se construire une vision qui nous est propre, une vision qui est saine également. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir la vision. Il est question pour nous de décliner cette vision en objectifs et en plan d'action réalisables. Ce qui me permet de vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons choisi cette thématique en atelier pratique d'ABS. Pourquoi choisir la thématique décliner sa vision en objectifs et en plan d'action réalisables? La première réponse, parce que Benjamin Franklin a dit
Celui qui échoue de planifier planifie son échec. Planifier, c'est simplement organiser dans le temps une succession d'actions ou d'événements afin de réaliser un objectif particulier, un projet, une vision. Si on ne travaille pas à planifier, on est déjà en train de s'organiser pour pouvoir échouer, peu importe la bonne volonté qu'on peut avoir. C'est un peu ce que signifie cette assertion de celui qui échoue de planifier, planifie son échec. D'où l'importance pour nous d'aborder cette thématique. La deuxième raison, et ça je l'ai emprunté à l'invité du jour, elle a déclaré, selon les Écritures, « Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. » En effet, on peut avoir réussi à rédiger sa vision, à se construire une vision, mais ça peut rester un vœu, ça peut rester un souhait si jamais on ne réussit pas à mettre en place un plan d'action précis, si on ne réussit pas à définir des objectifs spécifiques. C'est la raison pour laquelle il a semblé important pour nous, après avoir accompagné les participants sur la construction de leur vision, les aider à décliner cette vision en plan d'action et en objectifs spécifiques. La troisième raison, nous faisons dans le management des organisations à ABS Consulting Salle. Et une chose qu'on a constatée, c'est que l'un des défis majeurs chez l'être humain, et là je parle également des chefs d'entreprise, même pas des individus seulement, même des chefs d'entreprise, l'un des défis majeurs reste la planification. On va beaucoup rencontrer dans nos organisations et on le ramène même dans nos vies personnelles. On va rencontrer des personnes qui ont de grosses phrases d'accroche, qui ont de la bonne volonté pour faire beaucoup de choses et qui disent « je vais faire ci, je vais devenir ci, je vais accomplir ceci ». Mais ça reste une belle phrase. Mais en pratique, qu'est-ce que tu vas faire pour devenir ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vas faire pour accomplir ce que tu dis que tu vas accomplir? Qu'est-ce que tu vas faire pour obtenir ce que tu dis que tu vas obtenir? Il ne suffit pas d'avoir la vision. La vision peut rester une vision de l'esprit si jamais tu ne mets pas en place des objectifs spécifiques et un plan d'action. Donc, c'est pour toutes les raisons sus-évoquées qu'il nous a paru bon dans ce parcours des ateliers pratiques d'ABS, après avoir vu tout ce qu'on a vu auparavant, de prendre le temps de comprendre comment est-ce qu'on fait pour passer de la vision aux objectifs et des objectifs au plan d'action réalisable. Chaque terme a sa place. Il ne suffit pas d'avoir un plan d'action. Il faut que ce plan d'action soit réalisable. Alors, quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés pour cet atelier? Les objectifs que je vais vous donner, je vais vous les donner parce que les ateliers pratiques d'ABS, c'est un peu nous qui les avons pensés, c'est-à-dire Azira Business Solutions, nous les avons pensés. Donc, lorsqu'on pensait à cet atelier sur décliner sa vision en objectifs spécifiques et en plan d'action, on voulait aider les participants à définir des objectifs spécifiques après avoir construit leur vision, tout simplement. On voulait également partager avec nos participants des clés pour écrire les plans d'action cohérents. Vraiment, chaque mot a sa place dans les phrases que vous lisez. Chaque mot a sa place. Donner des clés aux participants pour écrire des plans d'action cohérents à court terme afin d'atteindre efficacement la vision qui, elle se définit à moyen terme ou à long terme. Ça, ce sont pour les personnes qui ont participé aux précédents ateliers et peut-être que l'invité du jour va y revenir sur la vision en elle-même. Mais la vision, lorsque vous la construisez, la vision n'est pas à très court terme, c'est-à-dire à moins d'1 an. Quand vous écrivez une vision, elle doit être au minimum à moyen terme, c'est-à-dire de 3 ans, 5 ans et peut-être plus. Il y en a qui l'écrivent sur 10 ans. Mais maintenant, cet atelier a pour but de vous partager les clés sur comment est-ce qu'il est possible pour vous de partir d'un horizon de 10 ans à un horizon d'1 an. Et pourquoi pas à un horizon quotidien, à un horizon par semaine, c'est-à-dire hebdomadaire. Bref, vous donnez tous les éléments pour devenir intentionnel dans votre manière de faire, afin que tout ça mis ensemble vous conduise vers la vision que vous souhaitez atteindre. Alors, pour ceux qui ont déjà participé aux ateliers pratiques d'ABS jusqu'ici, lorsqu'on a eu des invités, ils venaient comme invités, c'est-à-dire en deuxième partie. Mais je vous ai dit lors de la vidéo de présentation ou d'invitation à cet atelier
que j'ai l'honneur de recevoir. Bon, moi, je l'appelle Mommy, donc une mère, mais elle est surtout un maître aussi, parce que j'ai eu la grâce d'être façonnée entre ses mains pendant 3 ans. Donc, du coup, cet atelier pratique d'ABS aura un format un peu différent, parce que je ne serai pas l'oratrice principale, mais elle sera l'oratrice principale. C'est-à-dire que le contenu de l'atelier, c'est elle qui va le décliner. Je vais revenir à la fin juste pour conclure après son intervention. Et ceux qui reviendront en session d'accompagnement, on va continuer d'échanger un peu plus en profondeur. La session plénière, c'est vraiment partager la connaissance qu'on peut avoir par rapport à la thématique. On vous la donne et l'oratrice principale d'aujourd'hui va vous donner ce qu'elle a prévu pour vous. Alors, il est question pour moi maintenant, après vous avoir fait ce bref rappel, d'introduire l'oratrice du jour. Alors, elle s'appelle Dr Mireille Bonda. Elle est pharmacienne, elle est entrepreneur et elle est passionnée de productivité. C'est avec beaucoup de joie et un large sourire que je la présente parce que c'est une personne très particulière et très chère à mon cœur. La productivité, je la résume en ce qui me concerne à simplement porter du fruit. Pour ceux qui étaient là au précédent atelier, on s'est dit la vision, par exemple, d'un arbre, c'est de porter du fruit et de se multiplier afin de porter encore plus de fruits. Pas pour se nourrir lui-même, mais pour nourrir les autres. Lorsque je dis que Dr Mireille Bonda est passionnée de productivité, c'est que pour elle, il faut qu'après avoir conçu quelque chose, que cette chose devienne palpable. Lorsque vous avez conçu, il faut que cela soit vu. Et ce qui est vu, c'est ce qu'on appelle le fruit, d'où la productivité, la capacité à porter du fruit. Dr Mireille Bonda, elle met un point d'honneur à ce que les choses ne restent pas théoriques dans les esprits. Elle a en horreur le statu quo, surtout sur une longue durée. Elle peut être patiente sur le fait que pendant un certain temps, on ne porte pas du fruit, mais elle challenge également à se surpasser et à véritablement dépasser ses limites pour que quelque chose de physique et de palpable sorte de nous. On a écrit la vision, elle peut rester très théorique. Pour moi, il n'y avait pas meilleure personne pour le moment dans mon environnement qui pouvait venir nous challenger pour passer de la vision à des objectifs spécifiques et à des plans d'action qui vont être mis en œuvre. Et l'avantage avec Dr Mireille Bonda, c'est qu'elle-même, elle est le message de la productivité. Je ne sais pas si elle aura le temps de vous partager un peu son expérience. Je ne sais pas si elle a prévu, mais moi, j'ai été particulièrement challengée par les défis qu'elle a relevés et qu'elle continue de relever, mais surtout les résultats qu'elle réussit à atteindre. J'ai eu le privilège d'être moulée entre les mains de cette dame pendant 3 ans, mais j'ai dû changer également à cause de la prise en charge d'autres responsabilités. Mais j'ai été particulièrement challengée par sa manière de faire. Peut-être qu'à la fin aussi, je vais vous partager un peu mon témoignage particulier avec elle. Parce que si je me tiens même devant vous aujourd'hui, quelque part, c'est parce qu'elle m'a étirée. Elle m'a vraiment étirée. Peut-être qu'elle-même ne sait pas encore comment. Donc, du coup, je n'aurais pas pu être plus honorée qu'elle accepte de venir donner cet atelier. Lorsqu'elle est là, il est difficile pour moi de parler parce que même moi, je continue d'apprendre. Donc, je vais juste lui passer la parole et elle pourra faire sa présentation. Mais avant qu'elle ne prenne la parole, je voudrais, s'il vous plaît, si vous êtes en train de faire autre chose, essayez d'être concentré. Avec Dr Mireille Bonda, elle ne parle pas souvent trop, elle ne parle pas souvent beaucoup. Mais si on est attentif à ce qu'elle dit, on peut trouver dans ses phrases les solutions dont on a besoin. Donc, du coup, je veux vraiment vous inviter à être concentré et attentif. Je ne suis pas sûre que sa présentation sera longue, mais je suis certaine qu'elle sera riche. Donc, 1, soyez concentrés. Et de 2, c'est une femme avec un emploi du temps hyper chargé. Elle m'a fait l'honneur d'être là ce soir, donc je ne peux pas vous dire qu'elle sera là en session d'accompagnement. Moi, je serai là, mais je voudrais vous suggérer vivement de lui poser toutes les questions que vous aurez à lui poser après sa présentation. Les ateliers pratiques d'ABS, nous sommes pratico-pratiques. Les sessions d'accompagnement, c'est pour rendre plus pratique. C'est pour ça que je demandais aux participants d'avoir déjà écrit leur vision avant d'entrer dans cette session plénière. Pour que pendant que Dr Mireille Bonda est là, que vous puissiez lui poser le maximum de questions possibles
par rapport à votre spécificité. Peut-être que vous recevrez des orientations au travers de cela. Si vous sortez d'ici sans avoir eu des réponses et des clés pratiques, ce ne sera pas pertinent pour vous. Et nous, on n'aura pas atteint notre objectif. Pour le peu de temps qu'on aura, s'il vous plaît, soyons concentrés. Moi-même, j'ai mon bloc-notes pour prendre des notes. Soyons concentrés. Posons le maximum de questions possibles. On en a pour 2 heures maximum. Je vais lui passer la parole pour sa présentation et une fois qu'elle aura terminé, on pourra passer à la phase de questions-réponses. J'ai fixé le contexte de cet atelier pratique. J'ai présenté l'oratrice du jour. J'espère vraiment que vous êtes concentrés et que vous êtes dans l'expectative. Je ne sais pas si je l'appelle affectueusement Mommy ou Tata Mireille. Je ne sais pas si elle est déjà connectée. Si c'est possible, je vais arrêter le partage de mon écran pour qu'elle puisse prendre le relais. La régie, si vous pouvez faire le switch aussi, ce serait bien, s'il vous plaît. Si on peut faire passer, voilà, elle est connectée déjà. Du coup, un excellent moment et un excellent atelier à tous. Tata Mireille, je te passe la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Mamie Yo, pour la présentation. Je suis agréablement surprise, un peu émue même d'ailleurs par cette présentation. Je ne me reconnais pas forcément dans tout ce que tu as dit, mais je rends grâce. Et voilà. Donc, vraiment, je te félicite pour l'initiative. Je suis vraiment très fière de toi et très fière de l'honneur que tu me fais de participer à cet atelier. Alors, j'aimerais savoir, comme Mamie Yo a dit tout à l'heure, elle s'appelle Yolène, mais moi, je l'appelle Mamie Yo affectueusement. Est-ce que quelqu'un peut... Il y a des gens qui peuvent ouvrir leur caméra, parce que là, il y a toutes les caméras qui me terminent, c'est moi qui ne vois pas, mais là, je vois pas les caméras ouvertes. Vous vous cachez, vous vous cachez. Vous vous cachez. Je vois Mamie Yo, à part elle. Bon, vous vous cachez. Je comprends pourquoi, parce que Juliana souffre souvent quand elle fait aussi ses lives. Tu fais des lives, personne ne te regarde, personne ne te parle. Ok, ok, merci Judith, merci Bibiane, merci. Bon, merci à ceux qui ont ouvert la caméra. Euh, donc, donc, le mois dernier, d'après ce que j'ai compris, c'est que le mois dernier, l'atelier, c'était sur la vision. Il fallait écrire une vision saine. À défaut d'ouvrir sa caméra, est-ce que tous ceux qui sont là aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà écrit votre vision? Parce que là, en fait, on va passer à l'étape suivante, à celle d'écrire un plan d'action et des objectifs réalisables. Mais est-ce que vous avez déjà tous écrit votre vision? Je sais pas. Oui, non, même si on ne fait la caméra, on peut répondre dans le chat. Est-ce que tout le monde a écrit sa vision? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore écrit? Ils n'ont pas écrit, en fait, pourquoi? Je n'ai pas encore fait. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas écrit? On va vous punir. On va vous punir, ceux qui n'ont pas écrit les visions, là. On va vous punir. Parce que, idéalement, pour eux, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Comme les vidéos sont sur YouTube, vous pouvez aller regarder. Ok, nouvelle, je ne connais pas. À ma manière, bon, on se demande quelle manière c'est. Partiellement écrite. Ok, d'accord. Donc, on a plus ou moins écrit, certains n'ont pas du tout écrit. D'accord. Alors, je n'ai pas vu l'atelier précédent, mais j'aimerais quand même rappeler déjà quelques points sur la vision. Parce que on peut écrire une vision, mais en fait, on peut penser qu'on a écrit une vision, mais en fait, on est passé à côté. Donc, déjà, le premier point que j'aimerais rappeler, c'est que la vision doit être grande. Donc, si ta vision est facilement atteignable, en fait, c'est que ce n'est pas une bonne vision. Moi, je vais donner des exemples, hein, parce que je veux que ce soit pratique pour que chacun puisse se projeter, en fait. Disons que je suis commerçante et que actuellement mon chiffre d'affaires, c'est 500 000 francs par mois. 500 000 francs par jour, voilà. Donc, chaque jour, je vends 500 000. Ma vision ne peut pas être de vendre 600 000, on est d'accord? Parce que si ma vision est de vendre 600 000, je veux dire, en 3 mois, je vais atteindre cette vision. En 4 mois, je vais atteindre cette vision. Donc, ma vision doit être grande. En fait, c'est même pas que ça doit être grand. Ma vision doit me dépasser. Donc, je dois avoir le genre de vision que moi-même, quand je dis, enfin, moi-même, je n'arrive même pas à dire parce que j'ai même peur que les gens me demandent si je suis folle. Et je vais prendre beaucoup d'exemples, bon, de ICC, je crois qu'il y a beaucoup d'audience Impact Centre Chrétien ici. Mais vous imaginez l'apôtre Ivan, quand il voulait construire la cité royale, c'était un rêve. Il faisait l'église dans son salon. Il a commencé dans son salon. Après, ils ont pris un petit appartement à Ivry. Mais quand enfin, la cité royale, c'était un rêve.
C'était quelque chose d'inaccessible, d'inatteignable. Et pour le faire, ça a mis 20 ans. Donc, si nous, on écrit une vision qui est petite, qui est facile, ça va nous challenger. Parce que la vision, en fait, doit nous challenger. Donc, la première chose, c'est que la vision doit être grande. La deuxième chose, c'est que ma vision ne doit pas être. J'avais même prévu des slides, mais après, je ne sais pas si je vais les mettre parce que j'ai peur de m'embrouiller en voulant mettre les slides et en parlant en même temps. Ma vision ne doit pas être déterminée par mon futur ni par mon présent. Je vais prendre des exemples, hein, mais on imagine un peu Joyce Meyer qui a été violée par son père. Alors, imaginez si elle s'était dit que non, mais moi, comme j'étais violée par mon père, je sais pas, en fait, ça devait la limiter. Et Elle non, ne pouvait pas se projeter, elle ne pouvait pas se projeter comme une des plus grandes oratrices chrétiennes si elle se disait que non, mais moi, je suis une femme qui a été violée par son père. Donc, la vision ne doit pas être déterminée par mon passé. Elle ne doit pas être déterminée ni par mon présent. Donc, ce n'est pas parce que je me vois aujourd'hui comme je suis que ça doit m'empêcher d'imaginer ou de réaliser ce que Dieu a prévu pour moi. Alors, quand on rejoint le chat, quand on rejoint le Zoom, est-ce qu'on peut fermer les micros? mais les liens est pas du 40, c'est grand aussi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Lorsque vous êtes en train de rejoindre le chat, s'il vous plaît, fermez les micros. Je ne sais pas si du côté de la régie, vous pouvez bloquer tous les micros aussi, ne serait-ce que le temps de l'intervention, s'il vous plaît. Donc, c'est que la vision ne doit pas être déterminée ni par mon passé, ni par mon présent. Et là, je prends le cas de Gédéon, par exemple. Gédéon se voyait, Gédéon était, je ne sais même pas qu'il se voyait, c'était un fait. Donc, ce n'était même pas que c'était une vue de l'esprit, c'était factuel. Il était le plus petit de la famille la plus pauvre, de la plus petite tribu. Parce que quand tu lis la Bible, on te dit qu'il était de la tribu de Manassé. Et Manassé, c'était des demi-tribus. Ephraïm et Manassé, c'était des demi-tribus. Donc, c'était des petites tribus par rapport à Juda, par rapport à. C'était des petites tribus. Donc, Gédéon était de cette tribu-là. Et quand l'ange de l'Éternel lui apparaît, l'ange de l'Éternel lui dit vaillant héros. Donc, en fait, l'ange de l'Éternel est en train de lui dire quelle est sa vision. Mais si Gédéon refuse, comme nous souvent on refuse, hein, on te dit, c'est comme, oui, il y a beaucoup de choses qu'on te dit, qu'on voit en toi, que d'autres personnes voient en toi, mais toi, tu n'arrives pas à voir ça. Et donc, tu refuses, tu dis non, c'est pas possible. Ou même que Dieu t'a dit, hein, mais tu dis non, c'est trop difficile, non, c'est pas possible. Donc, ne laisse ni ton passé, ni ton présent déterminer ta vision. Et ne laisse pas non plus ton cursus scolaire, parce que souvent, c'est que moi, je suis pharmacienne. Est-ce que non, mais si je suis pharmacienne, c'est sûr que ma vision doit être dans le domaine médical. Non. Tu peux être pharmacienne, ta vision n'est pas dans le domaine médical. Les pasteurs, ils vont l'école de commerce. Et aujourd'hui, les pasteurs, les apôtres. Donc, si c'était dit non, mais ma vision, c'est forcément l'école de commerce, il le serait passé à côté. Donc, ne laisse pas tes études, ne laisse pas ce que tu as fait ou ce que tu es en train de faire déterminer ta vision. Alors, la vision doit être à long terme. Je crois que Yolène l'a dit. La vision doit être à long terme. Tu ne peux pas avoir une vision sur un an. Non, c'est trop petit. Ta vision doit être, elle a donné les fourchettes, hein. Soit à moyen terme, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans, soit à plus ou moins long terme, c'est-à-dire 10 ans. Donc, idéalement, ta vision doit être à long terme. Alors, une chose très importante quand on parle de vision, c'est que ta vision, notre vision, doit être tournée vers les autres. Et je crois que Yolène aussi en a parlé dans son introduction. Elle parlait des arbres. En fait, quand un arbre produit des fruits, ce n'est pas pour lui-même, c'est d'abord pour les autres. Donc, la vision doit être tournée vers les autres. Le pasteur Juliana Ondo, qui est ma référence en termes de productivité, une de mes références en termes de productivité, raconte souvent cette histoire de ce monsieur. Quand on lui demande quelle est ta vision, il raconte comment il est en train il était chanteur. Il dit comment il se voit chanter dans toutes les grandes salles du monde. Il se voit sur des scènes. Il voit des gens en train de l'écouter, en train d'être contents. On lui dit, et puis on lui demande, mais en fait, qu'est-ce que ta chanson, qu'est-ce que ta musique apporte aux gens? Il dit, je ne sais pas. En fait, moi, je ne sais pas, mais l'essentiel, c'est que je chante et puis les gens m'écoutent. En fait, c'est pas ça une vision. Une vision, c'est pas je vais devenir riche. Une vision, c'est pas je vais être la plus grande star de je sais pas quoi, je vais être le plus grand pasteur. Ta vision, notre vision, parce que c'est pas ta vision, notre vision, en fait, doit toujours être tournée vers les autres. Donc, en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que chrétien, de toute façon, on peut pas, la vision, ça peut être faire du chiffre. Et même quand, même, mais en fait, c'est même pas une histoire d'enfant de Dieu, hein. Parce que quand tu lis l'histoire de Bill Gates,
Sa vision, c'était pas de devenir un des hommes les plus riches du monde. Non. Sa vision, c'était que tous les foyers américains aient un ordinateur. C'était ça sa vision. Ce n'était pas devenir un des hommes les plus riches au monde. Donc, on voit que même les gens qui ont réussi et qui sont valeurs chrétiennes ont une vision ou avaient une vision qui n'était pas liée au bénéfice. Avoir une vision qui est liée à l'argent, en fait, c'est être limité. Notre vision ne peut pas être liée à l'argent ni à la popularité. C'est se limiter, c'est limiter Dieu. On doit avoir une vision où on voit les autres, une vision qui impacte. En fait, c'est ça. C'est en fait que quand je ne serai plus là, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Voilà. Donc, si quelqu'un n'a pas encore réussi à écrire sa vision, il y a voilà une question qu'il peut se poser. Le pasteur Vianney aussi en parle lors de ses ateliers. Elle parle de l'histoire d'une jeune fille qui assistait aux obsèques de sa maman. Et on lui a demandé de dire des mots, de dire un mot par rapport à sa mère. Et puis la jeune fille, elle était là, elle disait non, mais ma maman, elle aimait le shopping, on faisait du shopping, on allait, on dévalisait les magasins, on faisait chauffer la carte de crédit. Et puis, en fait, les gens étaient un peu, les gens étaient toujours, se disaient que non, c'est sûr qu'elle va chuter, elle va dire quelque chose d'intéressant par rapport à sa mère. Mais en fait, ce n'était que ça. Et parce que Juliana disait que c'est sûr que si la mère là était là, elle se dirait, c'est pas ça, c'est pas l'image que moi je veux laisser à ma fille. En fait, quelle est l'image que tu veux qu'on ait de toi? Quelle est l'image que tu veux que ta famille ait de toi? Tes enfants, si tu en as, ton père, tes frères, tes soeurs, aient de toi. Ton patron, si tu travailles. Quelle est l'image que tu veux qu'on ait de toi? Et par rapport à l'image que tu veux qu'on ait de toi, ça va t'aider à déterminer ta vision. Parce qu'en fait, si je veux qu'on dise de moi que je suis une femme productive, je vais m'atteler à être productive. Si je veux qu'on dise de moi que je suis une femme autoritaire, je vais m'atteler à être autoritaire. Donc, peu importe en fait ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, quelle image veux-tu avoir? Quel est l'impact que tu veux avoir dans la vie des gens? Donc, si quelqu'un n'a pas encore écrit sa vision, ce sont des questions qui peuvent l'aider à écrire sa vision. Donc, notre vision doit être liée aux autres. Alors, notre vision doit être écrite. Ouais, là, comme on est africain, là, nous, on n'aime pas trop écrire, on aime parler, vraiment, on aime parler. Écrire, là, c'est compliqué, mais notre vision doit être écrite. Brian Tracy, Brian Tracy, c'est un des auteurs, en termes de productivité, je pense que ouais, c'est un des meilleurs pour moi. Il y a Miles Monroe, il y a Brian Tracy, les auteurs de productivité. Donc, Brian Tracy a dit, une vision qui n'est pas écrite demeure un simple vœu. Donc, en fait, le fait que tu n'écrives pas ta vision, ça fait que ta vision reste au stade du vœu, elle reste au stade de l'idée. Donc, la vision doit être écrite. Et la parole de Dieu nous l'a dit, hein, la parole de Dieu nous le dit en Habakkuk 2, verset 2, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Donc, la vision doit être écrite. Donc, si tu dis non, mais ma vision est dans ma tête, en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que toi-même, tu es en train de te mentir. Si tu dis non, mais moi, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je l'écrirai demain, tu es en train de te séduire. Ta vision doit être écrite et il faut en fait apprendre. Ça, c'est une des grosses difficultés du monde. Parce que moi, je dis toujours, hein, le monde, un des gros pièges de l'ennemi, du diable, c'est de nous distraire. On est toujours sur les réseaux sociaux, donc WhatsApp, je ne sais pas quoi, TikTok, Instagram. Et pour finir, on ne trouve jamais le temps pour pour être avec soi-même, en fait, pour réfléchir à sa vie. Donc, ça, c'est un des gros pièges de l'ennemi. Et là, justement, pour écrire sa vision, et c'est en fait, c'est la difficulté qu'on a souvent, c'est qu'on n'arrive pas à se déconnecter. On n'arrive pas à mettre le téléphone en mode avion, on n'arrive pas à poser le téléphone à côté, mais c'est important, généralement, c'est indispensable. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire une fois en passant. En réalité, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Parce que dans Habakkuk 2, verset 2, ce qui suit, c'est afin qu'on la lise couramment. Donc, il nous dit, Habakkuk, le prophète, nous dit d'écrire la vision afin qu'on la lise couramment. Donc, c'est pas qu'aujourd'hui, tu as écrit ta vision, donc aujourd'hui, tu as assisté aux ateliers d'ABS, tu as assisté à la session d'accompagnement, tu as écrit ta vision, youpi, tu as écrit dans un cahier, tu rentres chez toi, tu fermes le cahier, tu poses le cahier là, bon, on se retrouve le mois prochain. Non. Ta vision, en fait, doit être lue couramment. Ta vision, tu dois t'en rappeler. Idéalement, c'est tous les jours. Moi-même, je n'y arrive pas, mais idéalement, c'est tous les jours. Donc, il faut lire la vision régulièrement. En fait, c'est ça. Donc, si quelqu'un n'a pas encore écrit sa vision, il y a quelques questions qu'il peut se poser pour faciliter l'écriture de sa vision. Quel est mon but? En fait, qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux atteindre comme but? Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi? Quel est l'impact que je veux laisser? Quelle est ma passion? Parce que très souvent, c'est pas toujours, mais très souvent, notre vision peut avoir, donc il y a les chemins se retrouvent. Donc il y a une intersection entre la vision,
entre la passion, entre les talents. Donc, je veux dire, quels sont mes talents, quelles sont mes compétences, quelles sont ces choses-là que j'arrive à faire plus ou moins facilement et qui peuvent en fait être utiles à d'autres personnes. Donc, voilà déjà le décor est planté par rapport à ce qui est vision. Maintenant, une fois que la vision a été écrite, on rend grâce, hein, parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'écrire sa vision. Là, je vais activer le partage d'écran. Là, je me vois toujours, donc le partage n'a pas pris, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est bon, moi je vois, hein. Tu vois, c'est bon, Oui. d'accord. Est-ce que Ok, les autres donc, voient l'écran? Oui, oui, moi je vois l'écran. Voilà. Oui, Ça, oui. Oui, c'est bon, moi-même, je vois l'écran. ok, vous voyez l'écran, mais je sais pas pourquoi, mais je C'est n'arrive pas à OK de défiler mon l'écran. côté, effectivement. On voit bien. Moi aussi, je vois. bon. Ok, c'est bien, mais je n'arrive pas à faire défiler les slides, donc c'est pas tout bon de mon côté. C'est pas grave, de toute façon, faut pas que je sois distraite. Que ça, c'est une distraction. Il faut que je sois distraite. Faut pas que je sois distraite. Bon, bref. Une fois que la vision a été définie, ce qu'on doit faire, c'est définir les objectifs. Donc, ce qu'on va faire, hein, parce que pour que ce soit pratique et pour que ce soit totalement compréhensible, on va fonctionner avec on va fonctionner avec des exemples. Comme vous voulez pas montrer vos caméras, vous allez quand même essayer de me donner des exemples d'objectifs. Donc, je donne un exemple de vision, hein. Je suis un entrepreneur. Alors, ma vision en tant qu'entrepreneur, c'est de devenir un entrepreneur à succès pour créer de l'emploi. Voilà. Et voilà, devenir un entrepreneur à succès. Voilà ma vision. Être un entrepreneur à succès pour créer de l'emploi et avoir une multinationale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je veux trois objectifs. Voilà ma vision en tant qu'entrepreneur. Parce que je n'ai pas parlé, mais la vision a plusieurs domaines d'activité. Donc, je peux avoir une vision entrepreneuriale, je peux avoir une vision familiale, je peux avoir une vision politique, parce que, par exemple, je peux ambitionner, c'est un exemple, hein. Je peux ambitionner, voilà, devenir président de la République ou je ne sais quoi, ou député. Voilà, député, c'est plus simple. Ça va pas m'attirer des fous, la foudre. Donc, je peux ambitionner devenir député. Donc, je vais dire que non, c'est législatif, je vais être député. Parce que je vais aider les populations sur le plan politique, mais je peux devenir maire. Parce que je crois que les maires, l'action des maires est plus communautaire. Bon, je reviens à la vision entrepreneuriale. Donc, ma vision entrepreneuriale, c'est devenir un entrepreneur à succès pour créer de l'emploi. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à travailler. Et donc, je veux résoudre ce problème-là. Donnez-moi trois objectifs que je peux me définir en tant que futur entrepreneur à succès. Pendant ce temps, je cherche à résoudre le problème de partage d'écran. Donc, trois objectifs à définir pour entrepreneur à succès qui veut créer de l'emploi. On peut écrire dans le chat, on peut lever la main, ça dépend. Vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire dans le chat. S'il vous plaît, c'est un exercice pratique dont intervenez. Et je n'ai pas moi le droit d'intervenir. Christelle? Christelle Benoun, tu veux essayer avec un objectif? Elle a demandé trois Euh, objectifs. euh, ça- je viens de me connecter, je suis même pas au courant. Ma connexion me dérange énormément. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un qui est là depuis peut donner? Soyez libre, hein, ne vous sentez pas frustré et tout. C'est vrai que Ouais, je vous il ai y a demandé Gaëtan qui a d'être levé sa main. concentré, mais bon. Il y a Gaëtan qui a levé sa main. Vas-y, Gaëtan. Ok, bonsoir, bonsoir.
Comme objectif, on peut déjà dire délimiter un secteur d'activité. Ça peut être le premier objectif. Le deuxième objectif, la population cible. En fait, si on se dit que l'entreprise qu'on veut mettre en place doit cibler une certaine catégorie, peut-être les jeunes adolescents ou bien les jeunes adultes. Bon, voilà un deuxième objectif. Et puis, troisième objectif, on peut dire la ville, le site qui rassemble le plus cette catégorie qu'on a ciblée là. Voilà, pour ma part, trois potentiels objectifs. Merci. D'accord. Gaëtan, donc, voilà, je suis donc une entreprise qui fait dans la logistique. Donc, je fais dans le transport de marchandises. Donc, dans la ville, je suis une entreprise de logistique établie dans la ville de Yaoundé. Et mon objectif, c'est de devenir un entrepreneur à succès pour aider les jeunes. Quels sont les objectifs que je peux me fixer? Je vais vous donner un objectif. Hein. Après, on va voir on va définir la vision d'objectif. Un objectif que je peux me fixer, c'est peut-être déterminer mon chiffre d'affaires. Quel chiffre d'affaires je vais atteindre dans un an, par exemple? Voilà un objectif. Gaëtan, tu me suis, est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord, Tata Mireille. Voilà. Donc, un objectif que je peux me donner, j'existe déjà en tant qu'entreprise, c'est déterminer mon chiffre d'affaires. Un autre objectif que je peux me donner, c'est me dire combien de personnes je vais recruter d'ici 5 ans. Puisque mon but, c'est de devenir un entrepreneur à succès pour aider les jeunes à recherche d'emploi. Donc, je peux déterminer mon chiffre d'affaires et dire quel est le nombre de personnes que je recruterai d'ici 5 ans. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes d'accord, c'est bon. D'accord. Donc, on va voir, mais là, je crois que tout le monde connaît, mais c'était impossible de parler d'objectifs, de vision, sans parler de SMART. Mais je crois que tout le monde connaît, mais on va quand même rappeler. Donc, il faut décliner sa vision en objectif SMART. Un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique. Donc, ça doit être précis. Ça ne va pas être flou. Parce que si je dis que mon chiffre d'affaires, c'est précis, on va examiner après. L'objectif doit être mesurable. Donc, ce ne sont pas des choses que je vais dire que j'aimerais que mon chiffre d'affaires augmente. Est-ce qu'on se comprend? Si je dis j'aimerais que mon chiffre d'affaires augmente, ce n'est pas mesurable. Je dois dire que mon chiffre d'affaires actuellement, c'est 500 000 francs par jour, comme je disais tout à l'heure, par exemple. Et d'ici 5 ans, j'aimerais que mon chiffre d'affaires soit d'1 million, soit de 1,5 million, je ne sais pas. Ça, c'est mesurable. Le A, j'ai dit atteignable. Donc, l'objectif doit être réaliste et réalisable avec les ressources disponibles. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer, je ne peux pas raconter des histoires. Je ne peux pas faire 500 000 francs par jour et je dis que l'année prochaine, je vais faire 10 millions par jour. C'est possible, hein, mais en termes d'objectifs, c'est difficile, ce sera difficilement atteignable. Mon objectif doit être pertinent. Bon, là, en fait, j'ai changé de truc. Mon R, ce n'était pas pertinent. J'ai eu le problème avec mes slides. Mon A, c'était ambitieux et mon R, c'était réaliste. Bon, c'est pas grave. Donc, mon A, c'était pas atteignable. Mon A, c'était ambitieux. Donc, c'était un objectif qui m'a challengé. Et mon R, c'était pas P. Mon R, c'est réaliste. Et mon objectif doit être temporel. C'est-à-dire qu'on objectif d'avoir une date de fin. Je ne peux pas avoir un objectif, donc chaque année, j'ai le même objectif. Non, cette année, c'est voilà mon objectif. Je n'atteins pas. Cette année, c'est voilà mon objectif. Et puis, ou alors, un objectif, il n'y a pas de date de fin. C'est-à-dire qu'un jour, je dis que non, je dois faire mon chiffre d'affaires d'être d'1 million. On me demande quand, je ne sais pas. Un jour, quand, on ne sait pas. Donc, l'objectif d'être spécifique, je répète, hein, parce que là, comme j'ai changé les lettres, d'être spécifique, mesurable. A, c'est ambitieux. R, c'est réaliste. Et T, c'est temporel. Donc, c'est ça l'objectif SMART. Bon, ça peut plus ou moins changer, mais l'idée reste la même. Donc, quand je suis en tant qu'entrepreneur, je dis que je veux devenir un entrepreneur à succès. Et un de mes buts, dans ma vision, c'est vraiment de créer de l'emploi. C'est vraiment sortir vraiment les jeunes du chômage, de la pauvreté. Quand je dis que mon chiffre d'affaires d'ici 5 ans va être de 12 millions, est-ce que c'est spécifique? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est ambitieux? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est temporel? Parce qu'en fait, si tu as écrit ta vision et que tu n'arrives pas à définir ta vision en objectif, SMART, en fait, ta vision, tu risques de ne jamais l'atteindre, en fait. Parce que
Il n'y aura rien pour mesurer ta vision, il n'y aura rien pour te challenger. Ça va rester un vœu. Donc, tu dois absolument décliner ta vision en objectif SMART. Parce que c'est ça qui te permet de voir si tu avances, en fait, c'est ça. Les objectifs SMART te permettent de voir si tu avances. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. D'accord. Alors, je ne sais plus comment on fait pour passer à la slide suivante. Ah, voilà. Maintenant, le plan d'action doit être réalisable. Alors, pour que le plan d'action soit réalisable, il faut... Bon, attendez, je vais changer de truc, hein. C'est pas la bonne diapo. Oh. Bon, le plan d'action doit être réalisable. Même si ce n'est pas la bonne diapo, on va travailler avec cette diapo. On va modifier ce qu'il faut modifier. Alors, il faut identifier les tâches. C'est-à-dire qu'il faut décomposer les objectifs en une série de tâches spécifiques. Et c'est de ça que Yolène parlait tout dans l'introduction. Elle disait, par exemple, que quand tu as la vision, que tu as réussi à décliner ta vision en objectifs, il faut maintenant que ce soit des tâches quotidiennes, en fait. Parce que pour que tu atteignes mon chiffre d'affaires de 1 million par mois, pour atteindre mon chiffre d'affaires de 1 million par mois, quelles sont les différentes tâches, parce que ça, c'est mon objectif, mais quelles sont les tâches que je dois poser pour pouvoir atteindre mon chiffre d'affaires d'1 million par mois? Et je dois faire des tâches, ça va être des tâches quotidiennes. Et qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour pouvoir atteindre mon chiffre d'affaires? Il faut définir les responsabilités. On dit que on peut être ça peut être dans une équipe, parce que quand tu atteins un chiffre d'affaires, je reste dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu as une équipe. A priori, tu as une équipe. Tu ne vas pas travailler tout seul pour atteindre ton chiffre d'affaires de 1 million par. Tu as peut-être un vendeur, tu as peut-être un commercial. Bref, tu as déjà avec qui tu travailles. Maintenant, quel rôle ils doivent jouer pour que tu puisses vraiment atteindre ton chiffre d'affaires? Il faut évaluer les ressources. C'est-à-dire qu'il faut savoir en fait, de quoi j'aurais besoin. Parce que ça, c'est quelque chose que ouais, on n'aime pas faire. En fait, on n'aime pas réfléchir. On n'aime pas beaucoup réfléchir. On aime foncer et puis après, on se dit que devant là, ça va aller. Mais en fait, souvent, devant, ça ne va pas. Donc, il faut évaluer les ressources. Après, on devait nous dire, en fait, est-ce que quelqu'un peut décider de bâtir une tour sans calculer la dépense? La dépense, c'est pas seulement l'argent. Parce que j'ai remarqué, on va parler d'entrepreneuriat, donc j'aime bien l'entrepreneuriat. On aime souvent dire que non, en fait, j'attends un financement, moi, je suis bloqué parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais en fait, la plus grande ressource, c'est pas la ressource financière. La ressource la plus difficile, c'est la ressource humaine. La ressource humaine, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que tu peux avoir de l'argent, tu n'arrives pas à avoir les bons salariés. Tu peux avoir de l'argent, même tu as des employés qui te volent tout ton argent. Donc, il y a le temps et il y a les ressources humaines. Ce sont les ressources les plus difficiles. Donc, il faut évaluer les ressources. Pour atteindre mon chiffre d'affaires de 1 million par jour, de quoi j'aurais besoin? Si par exemple, dans ma société de logistique, c'est un seul camion, est-ce que, est-ce que logiquement, avec un camion, je pourrais doubler mon chiffre d'affaires, par exemple? Est-ce qu'il va pas falloir que peut-être que je loue, que j'achète un deuxième camion? Donc, il faut absolument que j'identifie les ressources, que je cherche à savoir de quoi j'aurais besoin pour pouvoir atteindre mon objectif. Après, il faut prioriser les actions. C'est-à-dire que j'ai mon objectif, j'ai les différentes tâches, je sais qui doit accomplir les tâches, je sais de quoi j'aurais besoin, je commence par quoi. Là aussi, souvent, j'ai pas dit qu'on se brûle les ailes, mais oui, on se brûle souvent les ailes, on se casse souvent les pattes, parce qu'on ne sait pas par quoi commencer. Et on aime bien s'embrouiller comme ça. On ne commence pas par la tâche la moins importante, on commence par la tâche la plus importante. Je suis entrepreneur, je suis à la recherche d'emploi. Et on me dit, par exemple, que Yango recrute. Bon, maintenant, entre, par exemple, passer le permis et apprendre l'anglais, en ce moment-là, qu'est-ce qui est plus important? Oui, là, c'est facile. Ce serait évidemment, tout le monde me dit passer le permis. Mais je vous assure qu'il nous arrive d'avoir ce genre de choix à faire. Je ne veux pas savoir quel choix faire. Parce que souvent, c'est plus subtil. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut en fait consulter Dieu. Parce que souvent, tu ne sais pas par quoi tu dois commencer. Parce que souvent, tu te trompes. Parce que souvent, tu ne sais pas, en fait, tu ne sais pas, en fait, tu ne sais pas. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de l'argent, ça, ce sont les étudiants. Tu as l'argent de la scolarité. On te dit que oh, si tu fais comme ça va multiplier l'argent. Tu es allé faire, l'argent est perdu. L'argent de la scolarité, tu n'as plus.
l'entrepreneuriat même que tu voulais faire, même ça, tu n'as plus. Là, maintenant, tu fais comment? Tu fais, voilà. Donc, il faut absolument prioriser, savoir quelle est l'action prioritaire. Et là, c'est la loi de Pareto, hein, la loi des 20-80. Donc, parce que la loi de Pareto, en fait, la loi de Pareto dit que pour 80% des résultats que je vais avoir, il y a 20% de choses que je dois faire. Et nous, on aime souvent faire le contraire. Et la loi de Pareto dit que ça marche dans tous les domaines, même dans le domaine de l'entrepreneuriat, même dans le domaine du commerce. Donc, il y a 80% des clients. Donc, il y a 80% de ton chiffre d'affaires. Donc, c'est ça. 20% de tes clients font 80% de ton chiffre d'affaires. Et si tu ne le sais pas, si tu ne sais pas quels sont tes 20% de clients qui vont faire 80% de ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tu vas minimiser tes clients importants et dépenser beaucoup d'énergie sur tes clients qui ne sont pas très importants. Tous les clients sont importants, hein, mais même mais là, même, il faut prioriser. C'est-à-dire qu'il y a un client, peut-être qu'il n'achète pas beaucoup, mais il achète tous les jours. Il est plus important que le client qui va venir une fois en passant. Mais est-ce que tu le sais? Ou est-ce que parce que tu dis que non, mais c'est un client fidèle, lui, il est dans ma poche? Non. Et il faut savoir, en fait, il faut donc savoir prioriser, savoir quelles sont les actions les plus importantes à poser pour avoir le meilleur résultat. Voilà. Le minimum d'actions qui peut produire le maximum de résultats. Donc, c'est ça, prioriser les actions. Non, déterminer les dépendances, c'est identifier les relations. Bon, c'est identifier les relations entre tout ce qu'on a dit. Donc, c'est identifier les relations entre les tâches, les responsabilités, les ressources. C'est ça, déterminer les dépendances. Donc, ça, c'est on a établir un plan d'action. Définir un échéancier. On est toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, il faut définir des étapes. Donc, quand tu as ton plan d'action, il faut définir, le plan d'action doit être défini en étapes. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas tout faire en même temps. C'est un pas après l'autre. Et souvent, en fait, c'est ça aussi dans l'entrepreneuriat. Bon, je ne sais pas, je parle beaucoup d'entrepreneuriat. Je suppose qu'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent. Mais souvent, c'est ça dans l'entrepreneuriat. C'est que, on aime, même dans la Bible, hein, moi j'ai remarqué ça dans la Bible. Parce que dans la Bible, quand on te dit qu'Abraham a attendu 25 ans pour avoir Isaac, en fait, ce n'est pas 25 pages. Donc, tu as une page, tu tournes la page, 3 chapitres plus loin, ça fait 25 ans sont passés. Et toi, comme tu dis ça en 10 minutes, c'est comme si ce n'était pas 25 ans, mais c'était 25 ans. Pour toi, c'était 10 minutes, mais pour Abraham, c'était 25 ans. Voilà. Donc, il faut définir les choses étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas être trop pressé. La parole de Dieu, en fait, nous dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Donc, il faut te dire que non. En fait, ça, c'est aussi une des grosses faiblesses de l'entrepreneuriat, chez nous, chez les entrepreneurs. On veut commencer grand. Mais en fait, il y a beaucoup d'avantages à commencer petit. Quand tu commences petit, ça te permet de maîtriser ton business, en fait, parce que tu vas tout faire. Au début d'un business, tu fais tout. C'est toi qui réponds au téléphone, c'est toi qui fais les livraisons, c'est toi qui fais, tu fais tout. C'est toi qui vas acheter les produits chez les fournisseurs, c'est toi qui fais la comptabilité, tu fais tout. Et ça te permet de maîtriser ton business à une petite échelle. Donc, définir les étapes, même les étapes de croissance, tu peux les définir. Et c'est à ça que sert la vision. Parce que si je sais que dans 5 ans, je vais faire un chiffre d'affaires d'1 million, je sais quand même que cette année, je vais faire 250 000. En 2025, je ferai peut-être 350 000. En 2026, ainsi de suite. Donc, je définis les étapes. Je divise mon plan d'action en étapes avec des dates. C'est important. C'est ça qu'on parlait d'objectifs mesurables. Il faut qu'il y ait des dates. J'établis un calendrier. J'attribue des dates de début et de fin à chaque tâche. Donc, une tâche, la parole de Dieu nous dit, hein, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce qu'on a aussi bon, moi, je reconnais. D'abord, moi, quand je parle, je parle d'abord par rapport à moi. Mais on a aussi le gros défaut de commencer quelque chose et de ne pas finir. Et parce qu'on se décourage. Le pasteur Paul nous rappelait encore, pour ceux qui sont à ICC Yaoundé, il parle encore du lion. Il disait que le lion est le roi de la jungle, pas parce qu'il est le plus fort, ni le plus rapide, ni le plus beau, parce qu'il persévère. Parce qu'en fait, scientifiquement parlant, on a dit que le lion échoue 87% du temps. Donc, quand le lion, en fait, veut chasser une proie, il a presque 9 chances sur 10 d'échouer. Mais il continue. Moi, je reconnais que si j'étais un lion, je serais peut-être mort de faim. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, on va s'y atteler, on va essayer de ne pas baisser les bras, on va essayer de persévérer, même quand ça ne va pas. Il faut prévoir des marges. Parce qu'en fait, c'est bien, on écrit, mais ça, c'est la théorie. Ceux qui ont fait un peu d'entrepreneuriat savent qu'entre la pratique et la théorie, il y a une grande différence. Donc, le chemin de l'entrepreneuriat, ce n'est pas une ligne droite. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a même des cercles. Souvent, tu vas me rentrer en arrière avant de revenir. Il y a tout ça.
Mais il faut prévoir des marges de manœuvre. C'est-à-dire que quand je dis une date de début, une date de fin, plus ou moins. Et quand tu n'y arrives pas, ne sois pas trop dur avec toi-même. Prends le que cette fois, le juste tombe, mais il se relève. Donc, ça veut dire que tu peux tomber, mais tu n'as pas resté au sol. Donc, si tu tombes, tu te relèves. Alors, peu importe, je ne sais pas dans quelle position tu étais, il y a des gens qui étaient déjà à genoux, qui étaient accroupis, qui réfléchissaient à ce qu'ils vont se relever. Mais après ce webinaire, je vois la grâce de Dieu te localiser et te permettre de te relever au nom de Jésus. Et comme on a dit, comme tu travailles avec une équipe, il faut un minimum de transparence. Parce qu'on on aime bien cacher les choses. Surtout en Afrique, hein, on aime cacher les chiffres d'affaires. Non, mais il ne faut pas qu'ils sachent quel est mon chiffre d'affaires. Il faut beaucoup prier pour les collaborateurs. Je vous ai dit, la première ressource, c'est la ressource humaine. La ressource la plus difficile, c'est la ressource humaine. Donc, il faut beaucoup prier pour tes collaborateurs. Donc, et tu peux leur partager, bon, plus ou moins, ce n'est pas peut-être forcément à tout le monde, mais il faut quand même avoir un ou deux collaborateurs piliers à qui tu peux partager la vision de l'entreprise. Bon, la vision même, c'est à tout le monde, hein, mais les chiffres, tu peux partager à un ou deux. Mais la vision, c'est à tout le monde. Il y a une phrase de Saint-Exupéry qui dit, en fait, si tu veux que les hommes construisent un bateau, ne leur parle pas du bateau, parle-leur des voyages. Donc, raconte-leur comment ils vont voyager. Et quand ils vont se voir en train de voyager, c'est ça la vision. Tu leur dis comment ils vont voyager, tu leur dis comment ils vont traverser les mers. Et ça va les encourager à construire le bateau. Mais si tu leur dis que non, aujourd'hui, on va prendre le clou, on va taper dans le bois, on va enlever, on dit, maman, ton bateau là, toi, tu vas construire ça seul. Quand ce sera prêt, si ça nous plaît, on va entrer, ça nous plaît pas, on va pas entrer. Mais si tu leur vends vraiment le voyage, le rêve, l'évasion, non, ils seront plus enclins. C'est ça que sert la vision. En fait, la vision, c'est genre, même quand tu es fatigué, c'est ça qu'il faut la lire, même quand tu es fatigué, quand tu dis non, Seigneur, c'est trop dur, tu relis ta vision. Tu sais que c'est pour ça que tu étais suscité. En fait, tu comprends que c'est pour ça que tu étais suscité. Et je suivais le pasteur Sanogo qui disait, parce qu'on lui demande, mais toi, tu ne te fatigues pas, toi, tu fais comment? Il dit qu'il y a un feu qui brûle en lui. C'est-à-dire, même s'il ne veut pas, en fait, c'est ça la vision. C'est-à-dire que ça doit brûler à l'intérieur de toi. Tu dois vraiment, tu dois vouloir. C'est que même quand tu as sommeil, tu te souviens que non, aujourd'hui, je n'ai pas atteint mes objectifs de la journée. Et ça, tu dis que non, je dois le faire, je dois atteindre mes objectifs. Donc, on doit avoir un calendrier. Voilà. Il faut donc définir un échéancier avant un calendrier. Après, il faut ajuster parce que je sais que je disais qu'il il y a toujours des imprévus hein, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine, dans tous les domaines, hein, ressources humaines, ressources matérielles, il y a toujours des imprévus. Donc après, il faudra toujours s'ajuster. Donc, par rapport à ce que tu as fait, en fait, actuellement, je travaille avec beaucoup de gens et ce sur quoi on travaille beaucoup, ce sont les trackers. Donc, les trackers, en fait, ça te permet d'évaluer ce que, donc, si tu es en train d'atteindre l'objectif que tu dois atteindre. Donc, j'ai dit que je dois être un entrepreneur à succès qui crée de l'emploi. Mon chiffre d'affaires, j'ai défini mon chiffre d'affaires d'ici 5 ans. J'ai défini le nombre d'employés que je dois avoir. Ça, ce sont mes objectifs. Non, je vais définir les actions que je dois poser. Donc, je suis un entrepreneur, je dois avoir du succès, je dois faire tel nombre de chiffres d'affaires. Concrètement, quelle action je dois poser? Je vous laisse 2 minutes. Hein. Vous écrivez dans le chat, vous écrivez 2 minutes pour me citer des actions que je dois poser pour avoir un chiffre d'affaires, pour recruter des gens. Quelles sont les actions que je dois poser? On va dire on va voir en fait, pas ce que vous allez écrire, on va voir si c'est quotidiennement, mensuellement, mais écrivez les actions que vous devez poser. Vous êtes entrepreneur, ce n'est pas moi. Vous êtes entrepreneur, vous voulez recruter, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Hein. Mais il est mieux que ce soit participatif. Gaëtan. Ok, bonsoir. Pour augmenter mon chiffre d'affaires,
forcément, il faut que je réduise mon coût de production. Bon, d'après moi, il faut que je réduise mon coût de production. Et pour réduire le coût de production, la meilleure approche est de cibler les matières premières au prix les plus avantageux, c'est-à-dire les coûts les plus bas. Oui, ainsi que les équipements. Bref, essayer de réduire les coûts au maximum afin de réduire à terme le coût de production. Et c'est aussi une façon d'augmenter son capital, en fait. Voilà. Et on peut aussi augmenter notre clientèle, c'est-à-dire élargir notre marché, chercher des débouchés ailleurs et tout. C'est encore là une façon d'augmenter son revenu, son chiffre d'affaires. Pour ce qui est du personnel, recruter du personnel qualifié. Donc, vraiment mettre un accent sur les références et aussi, pas seulement sur les références, mais aussi sur les qualités des personnes, parce que c'est pas forcément le diplôme qui va travailler et tout, c'est la personne dont on voit le caractère, son comportement, ses valeurs et tout. Je pense que voilà des critères sur lesquels on peut s'appuyer pour améliorer cela. Merci. Merci Gaëtan. Quelqu'un d'autre a des idées pour augmenter son chiffre d'affaires? Vous avez écrit, c'est ça, hein? Ah, mettre en place une stratégie. Jean-Marie, mettre en place une stratégie, ça veut dire quoi? C'est la stratégie là qu'on demande. Ok, je vois améliorer la visibilité de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Ok, donc la communication digitale, ouais, on peut communiquer. Sur les réseaux sociaux, donc la communication digitale. Chercher des nouveaux clients. Oui, on fait comment pour les chercher? Je vais au marché. On fait comment pour chercher des nouveaux clients? Faire un appel à candidature pour recruter de nouveaux employés. Le travail sur les profils des postes à pourvoir, chercher des clients. Mais vous êtes, vous tous, vous dites, nous, quand on cherche les clients, on fait comment? On fait comment pour chercher les clients? C'est tout ça, c'est ça la question, en fait. Donc, augmenter le chiffre d'affaires, on est conscient qu'il faut avoir plus de clients, mais on fait comment? Ah, ok, quelqu'un le porte-à-porte, ok. Travailler en collaboration avec d'autres acteurs d'activité connexes à mon domaine. Je suis fournisseur, je cherche un livreur associé, ok. Prospecter de nouveaux clients en faisant le porte-à-porte. En fait, tout ça, c'est tout ça, tout ce que vous avez dit, ce sont des actions. On a défini les objectifs. Donc, ce qu'on est en train de, ce que vous êtes en train d'écrire là, ce sont les actions qu'on a posées pour atteindre nos objectifs. Je rappelle pour qu'on suive, hein. Donc, je donne par exemple une des actions que vous m'avez données. On a dû chercher des nouveaux clients. Concrètement, aujourd'hui, je fais quoi tous les jours? Je cherche des nouveaux clients comment? C'est que chaque lundi, je cherche un nouveau client, bien tous les jours, bien une fois par semaine, ou bien je ne sais pas. Je fais quoi? Parce qu'en fait, c'est ça. Si on cherche de nouveaux clients, vous voyez bien que par rapport à mon objectif qui était spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel, chercher de nouveaux clients devient flou. Définir une stratégie, ça ne veut rien dire parce que c'est ça qu'on est en train de vouloir faire. Vous avez par exemple dit, je crois que quelqu'un dit diminuer le coût. En fait, moi, c'est ça que je veux concrètement là. On fait quoi? Qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Bien, qu'est-ce que je dois faire à quelle fréquence je dois faire quoi pour avoir ce que tu me dis? Donc, pour diminuer le coût de production, quelle est l'action que je dois poser tous les jours, une fois par semaine? Je dois chercher des nouveaux fournisseurs, jusqu'à quand, comment? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous avez dit communication digitale, c'est-à-dire que je dois faire quoi? Communiquer à quelle fréquence? Je communique une fois par mois et puis c'est bon. Je dois, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les actions concrètes que je dois poser pour atteindre mon objectif? Ah, vous êtes là, évaluer les taux de marché chez les concurrents et faire des rabais. Bon, étendre le marché en louant des locaux. OK, vous avez dit beaucoup de choses. Concrètement, je fais quoi? Je vous ai dit, d'abord, je rappelle d'abord ce que je fais. Je dis que je suis dans la logistique. Donc, je fais le transport de marchandises. Je fais le transport de marchandises. Je vous rappelle bien, je fais le transport de marchandises. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Je fais quoi?
définir sa cible, mettre plus d'accent sur sa communication, définir un budget publicitaire. Je mets plus d'accent sur ma communication, je suis d'accord. Concrètement, je fais quoi? Je communique à quelle fréquence? Quelle est l'action que je dois poser tous les jours? Et puis diminuer, bon, je dis, faire des rabais, ce n'est pas forcément une bonne stratégie, hein. Donc, c'est pas parce que, je veux dire, c'est pas celui qui vend le plus, enfin, le moins cher qui va forcément vendre le plus. Il faut bien définir sa cible. Voilà, je commence à avoir des choses intéressantes. Connecter au moins, bon, suppose c'est contacter. Contacter au moins 20 clients par jour. Voilà une action concrète que je fais. Faire la promotion. Eh, pourquoi vous aimez le moins? Non, sortez de la mentalité là. Ça, c'est la pauvreté. Tout ce que vous me proposez de faire, c'est diminuer le coût de production. Ça, c'est pas mal. Mais vous me, en fait, ce qui me propose de baisser le prix de mes produits là, sans effet, hein, je ne baisse pas le prix de mes produits. Je vous dis déjà. Donc, je ne vais pas baisser le prix de mes produits. Je ne vais pas chercher à faire des rabais. C'est pas ça la stratégie. Bon, et même si je dois faire des rabais, je fais des rabais de combien de pourcents pendant combien de temps? On ne va pas faire des rabais indéfiniment. Donc, et puis, ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Faire la promotion de ces services hebdomadairement, ça commence à venir. Donc, c'est-à-dire que chaque semaine, je fais la promotion. Chaque semaine, c'est-à-dire une fois par semaine, Karine Mbappé, la promotion de mes produits hebdomadairement, là, c'est une fois par semaine, je fais la promotion. Bonsoir, docteur Mireille. Bonsoir. En fait, j'ai une question. J'ai l'impression que dans mon esprit, je fais un peu l'amalgame. Action, activité, tâche. Qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que là, j'ai l'impression, d'après ce que vous êtes en train de nous indiquer, que c'est davantage des activités que nous devons poser parce que c'est davantage dans le concret et dans le réalisable. Sauf que, est-ce qu'on est déjà à l'étape de l'activité? Je peux me tromper et c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle je suis là. Donc, je ne comprends pas bien la question, hein. Est-ce qu'il s'agit d'action ou d'activité, c'est-à-dire que la petite action à mener dans la grande action de l'objectif ou alors de l'étape de l'objectif? Tu as compris? Oui. En fait, Karine, tu es en train de faire, si je comprends, hein, tu es en train de faire le Oui. parallèle avec, je vais dire, le budget programme, c'est ça? Par exemple, c'est-à-dire que on a déjà défini l'étape et maintenant on est en train de poser, il y a la grande action dans l'étape qu'on est en train de mettre sur pied. Et maintenant, dans la grande action, il y a des petites actions qu'on peut appeler d'activités. Et là, elles sont plus concrètes. Elles sortent OK. En fait, dans la de présentation, excuse-moi, Karine. Excuse-moi, tu avais terminé. Je demande Oui, pardon. oui, c'est bon, je t'écoute, j'avais terminé. D'accord. En fait, dans la présentation que Tata Mireille est en train de faire, tu peux confondre à la fois action et activité. Mais Oui, la tâche, c'est le plus petit dénominateur. Encore que ce que nous, on sait, par ok. exemple, en administration publique, c'est que tu as l'action qui est un peu plus grande, qui découle de l'objectif. Ensuite, tu vas Oui, passer à l'activité qui est qui est un cran un peu inférieur à l'action. Et ensuite, tu vas aller oui, à la tâche qui est encore plus petite que l'activité. Mais ce que le oui, docteur oui. Mireille est en train de faire là, c'est, n'oublions pas, on n'est pas en management organisationnel pour le moment. C'est vrai qu'elle parle de l'entrepreneuriat, donc pour l'entreprise, mais c'est surtout, elle veut te donner des clés concrètes et pratiques. Maintenant, c'est à toi, si tu veux adopter le style budget programme, c'est à toi de décomposer comme tu voudras. Mais le but de ce qu'elle est en train de présenter, c'est définir toi un objectif spécifique et réussir à définir des actions, activités ou tâches, comme tu voudras l'appeler pour la circonstance, mais réussir à définir quelque chose qui va te mettre en mouvement au quotidien. Tu comprends un peu? Ok, Dans sa c'est bon, j'ai présentation, compris. tout ça se confond, action, activité ou tâche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle te donne la méthodologie pour te mettre en mouvement de manière journalière ou de manière hebdomadaire. Ça va? Ok, c'est bon, merci. OK. D'accord, Karine. Donc, si tu Merci veux pour ta la grande précision. tâche, bon, on a dit que ton objectif, c'est d'augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, ta grande tâche,
c'est avoir plus de clients. Maintenant, tes petites tâches, c'est comment faire donc pour avoir plus de clients. Ok, ok. C'est Ta bon, grande merci, tâche, j'ai c'est compris. diminuer les coûts de production. Petite tâche, comment faire pour diminuer les coûts de production. Ok, Voilà. Et jusqu'à présent, là, vous êtes merci. toujours dans les grands, vous êtes beaucoup dans la théorie. Beaucoup dans la théorie. Je lis les histoires d'ouvrir des magasins dans les environs, une boutique par quartier chaque mois. En fait, tu ne peux pas faire ça. Je dis, on fait ça avec quel argent? On ouvre une boutique par quartier chaque mois. Et puis, moi, je fais dans la logistique, donc je n'ai pas de boutique. Voilà, moi, je n'ai pas de boutique. Moi, j'ai juste un entrepôt, là où j'ai mon camion. Et j'ai dit que pour l'instant, j'ai un camion. Donc, Euh, action hebdomadaire, je vois. Excusez-moi, Vas-y, je voudrais proposer quelque chose. Oui, vas-y. étant donné qu'on est dans la logistique et qu'on a des services à proposer, est-ce que la dimension de la communication ne peut pas jouer un rôle dans le recrutement de nouveaux clients et augmenter par ricochet le chiffre d'affaires? Si, si. Je Mais c'est ça m'explique. que. La petite action alors qu'on devrait mener de manière quotidienne, c'est Mhm. faire la promotion de ces services et choisir des canaux spécifiques. Si c'est par la communication traditionnelle ou alors par les réseaux sociaux, si on a un petit budget et qu'on n'est pas en mesure de payer de grosses campagnes de communication parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du digital Mhm. et passer par une page Facebook sur laquelle on communique à hauteur de tous les 2 jours ou bien toutes les semaines sur les services qu'on a à proposer, ça peut élargir euh, l'assiette de clients, si je peux utiliser Tout à l'expression. fait. Tout à fait. En fait, ce que je veux que vous fassiez justement, c'est ça. C'est que ne me dis pas tous les 2 jours ou toutes les semaines. Dis-moi, je communique à telle fréquence et quel est mon budget de communication. Est-ce que tu vois ce que je veux que tu vois le but de l'exercice? Le but de l'exercice, c'est Oui, de que qu'est-ce que je fais tous les jours pour justement pour pouvoir communiquer de manière digitale. Est-ce qu'on communique, la communication digitale, je la fais une fois par semaine, une fois par mois, 2 fois par semaine. C'est moi qui la définir en fait. ok, Tu comprends? Mais d'accord, alors, j'ai une compris. communication digitale, c'est une bonne idée. La diminution des coûts Mhm. de production, c'est une bonne idée. Mais comment on fait donc, quelles sont les tâches à poser pour atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés? Oui, il y a Claire qui avait aussi levé la main, je pense. Oui, bonsoir, bonsoir à vous. En fait, je pense que pour la communication, par exemple, je peux me définir des objectifs tels que, bon, déjà, comme nous sommes à l'ère du digital, je peux booster les pages au moins une fois, bon, je veux dire 3 fois par semaine, déjà 3 fois par semaine, du coup, un boost pour 2 jours. Je D'accord. booste mes pages. Maintenant, comme j'ai un entrepôt, je communique Mhm. même à travers, je vais dire quoi, même la porte en fait de mon entrepôt, je peux sortir, je ne sais pas comment on appelle trop ça. Il y a des autocollants là, c'est souvent des autocollants avec des écrits qu'on colle sur sur les portes. Je pense qu'à D'accord. travers si je peux communiquer travers les cartes. On fait des cartes, 1000 cartes, je ne sais pas, c'est souvent 60 cartes à 1000 francs ou à 2000. En fait, ayant déjà un petit budget, je veux dire quoi, ayant un petit budget, je peux faire ce genre de communication. Bon, booster les D'accord. pages, Bon, c'est du digital 3 fois par semaine, mais maintenant, la communication comme les cartes et les trucs, je peux recruter quelqu'un que je mets là et qu'il partage les cartes, par exemple, au passant. Je me donne un objectif peut-être de distribuer 100 petites cartes par jour. Et je recrute quelqu'un qui le fait pendant que moi, je voilà. m'occupe peut-être du digital. Bon, sans compter aussi D'accord. des trucs là, si je peux. D'accord. Mais en fait, c'est ça. En fait, le but, ça, c'était l'objectif entrepreneurial. Et ça, c'est vraiment un exemple. Je ne suis pas dans la logistique du tout, hein, donc je ne m'y connais pas du tout. C'est vraiment un exemple juste pour qu'on réfléchisse. Mais c'est pour dire, en fait, que pour chaque, parce que, comme j'ai dit au début, il y a la vision entrepreneuriale, il y a la vision en tant que peut-être famille,
en tant que famille, en tant que ma vision familiale, peut-être c'est d'être une épouse attentionnée, d'être une maman bienveillante qui va prier pour ses enfants afin qu'ils rencontrent le Seigneur tôt et qu'ils accomplissent le projet que le Seigneur a prévu pour eux. Et maintenant, si je me définis cette vision, parce que bon, je vais laisser l'histoire d'entrepreneuriat, je suis une maman, j'ai deux garçons et mon but, en fait, c'est d'avoir un foyer harmonieux, que mes enfants voient que le mariage selon Dieu est possible, que mes enfants grandissent justement dans ce foyer harmonieux pour que très tôt, ils rencontrent le Seigneur et ils puissent accomplir leur destinée. Quelles sont les actions en tant que maman ou en tant que papa que je vais poser? Donc, je me définis, voilà ma vision. Je peux me définir quoi comme objectif? Ma vision, c'est d'avoir un foyer harmonieux où les enfants vont grandir dans l'amour de Christ. Quel est mon objectif, par exemple? Euh, pour la famille, bon, Non, je non, mais tu peux peux dire en réfléchir, tu n'es pas fait, obligé de répondre maintenant. Tu peux réfléchir, hein? Et c'est pas à toi que pose la question, c'est à tout le monde. au départ, je me dis pour moi, dès le bas âge, on doit enseigner les voies du Seigneur aux enfants. Déjà à la maison, apprendre l'enfant à prier, apprendre l'enfant à aller à l'église, lui faire comprendre qu'en fait, il ne peut rien sans Dieu. Maintenant, euh, dans la famille, en tant qu'épouse, pour moi, je dois apprendre à encaisser et surpasser certaines choses. Donc, certaines choses, Encaisser. je dois pouvoir- bon, quand je dis encaisser, ça veut dire peut-être face à une situation que Mhm. peut-être mes enfants, d'autres trouvent anormale, que je trouve le moyen, que je sois d'accord ou pas avec ce que X ou Y fait, ou mon mari, ou je sais pas, je dois pouvoir tirer le meilleur de cette situation et faire comprendre aux enfants que ne voyez pas seulement ce côté sombre que vous avez en vous là. En fait, c'est pas ça. Tirer le meilleur, ce qui fait que quand même l'enfant à un moment, euh, bon, je vais vous prendre un exemple pratique, hein. Non, Si, pardon, non, on était d'abord à l'objectif, on n'était même pas encore au tâche, hein. On était juste à l'objectif. oui, Donc, bon, toi, tu es déjà au tâche jusqu'à tu prends les exemples. C'est toi que tu es loin. Hmm? bon, en fait, c'est pour mieux, en fait, c'est pour faire comprendre ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. On est à l'objectif, donne un objectif. Un objectif spécifique, mesurable, Mhm. atteignable, ambitieux, réaliste et temporel. Donc, quel est mon objectif en tant que maman? C'est tout. Ou en En tant que tant femme au que foyer. Oui, oui. je pense que je dois toujours, en fait, pour une maman, je dois Spécifique, non, 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 c'est clair. Ce que je te conseille, c'est de mon enfant. réfléchir. Oui, Réfléchir et tu reviens. Spécifique, ok, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel. Donc, tu dis que d'ici là, d'ici un an, je dois avoir fait. Et on a oui, mesuré. Mhm. ok. Voilà. Quel est l'objectif qu'on peut se fixer en tant que maman? Ou bien les mamans n'ont pas d'objectif. À tes bas, à tes bas, à tes Allô? bas, tu as les... Oui, vas-y. Ok, je disais qu'on peut se fixer comme objectif apprendre à ses enfants à prier. Ça, tu estimes que c'est mesurable? Il veut savoir qu'ils prient ou Euh, il veut savoir qu'ils vont prier. Il va dire, ils prient, ne prient pas. Si mon enfant dit, Seigneur, bénis ce repas, c'est bon? Ou bien, c'est mesurable comment? On mesure ça comment? euh, Mhm, 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 mhm. hmm, Je peux bon. comprendre que tous les objectifs ne peuvent pas répondre à tous à être smart. Mais il faut quand même un minimum. Parce que apprendre à prier, c'est pas un objectif. On est d'accord, non? C'est pas un objectif smart. Ça ne veut rien dire en réalité. Ah bon, ok. Si un enfant dit, Seigneur, bénis ce repas, pour toi, il sait prier, pour moi, il ne sait pas prier, par exemple, non? Hmm? Hmm, bon, c'est clair que là, il ne sait pas. Donc, du coup, je vais lui montrer Non, comment pourquoi ça c'est se clair? passe. Pourquoi c'est clair? Non, il a prié. Non, tu vas la prière. Tu simplifies la prière de mon enfant. Non, je ne simplifie pas, mais justement,
Euh, Là, il a peut-être une idée de ce que c'est, mais je vais justement lui montrer comment ça doit En se fait, passer, comment il doit faire. réfléchis. Là, que je dis, il faut réfléchir en termes de mesurables. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire que Mhm. je peux, par exemple dire que j'aimerais que d'ici la fin de l'année, mes enfants sachent réciter tel nombre de psaumes. Est-ce que tu vois un peu le genre d'objectif comme ça? Ok, je vois. J'aimerais que quand les enfants prient systématiquement, ils appuient leur requête sur un verset biblique d'ici 3 mois. Tu vois le genre, tu vois, est-ce que tu vois la différence? Parce que savoir Je prier, ça ne veut vois. rien dire. Hein? Mhm, Mais que la mhm. prière soit étayée par des versets bibliques, c'est déjà différent. Parce que ça, là, je peux écouter, toi, tu peux écouter, et tu vas savoir si c'est atteint, si la chose n'est pas atteint. Mais si c'est dit que savoir prier, bon, chacun m'a dit ce qu'il veut dire. Hein? Oui, Hein? c'est un peu trop global, ouais, je Voilà. vois. Et si tu me dis que tu n'as pas prié, même fâché. Hein? Mais, oui. Ok. Voilà, donc, les papas ne parlent plus en tant que papa. En tant que maman depuis là. Voilà, apprendre aux enfants à prier 10 minutes en langue. D'ici, bon, ça, c'est un objectif, par exemple. En- oui, bon, mais en fait, j'ai dit la prière en langue, Là, c'est ça va plus de qui là-bas? complexe parce que c'est un don de l'esprit, en fait. Donc, c'est pas toi. Si la reçu le baptême de Saint-Esprit, tant mieux. Mais c'est pas forcément toi qui va déterminer s'il va recevoir ou s'il va pas recevoir. Et s'il a déjà reçu, s'il a déjà commencé à parler en langue, je peux me fixer comme objectif, effectivement, de pousser mes enfants à prier en langue tous les matins, par exemple. Ouais, bref, c'est bien. Si vous voyez la différence entre les objectifs et les tâches, donc on a dit qu'on a la vision. Tu déclines ta vision en objectifs qui, idéalement, doivent être smart. Tu établis un plan d'action, c'est-à-dire que pour chaque tâche que tu as définie, il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une fin, il faut que tu suives. Parce qu'il ne faut pas dire des choses, après tu ne suis pas. Entre 1 et 3 ans, raconter 2 récits bibliques par mois à mes enfants. Très bien. Donc, il faut suivre. Et une fois que tu suis, tu réajustes. Parce que souvent aussi, on a des objectifs trop ambitieux. Je suis la championne d'avoir des objectifs trop ambitieux. Après, je suis fâchée. Qui m'avait envoyé? Je ne sais pas, mais bon. Donc voilà, donc tu peux, c'est comme le GPS, quand tu te perds, il recalcule. Donc si tu vois que ton objectif était peut-être difficilement atteignable, tu peux prendre un objectif un peu moins ambitieux pour pouvoir l'atteindre. Sinon, ce sera une source de frustration. Parce que le but n'est pas d'être frustré, mais le but est vraiment d'avancer. Et ça doit vraiment aller en droite ligne avec la vision. Donc, un objectif qui n'est pas... Et c'est là, en fait, qu'intervient même la vision par rapport à la priorisation. Parce qu'en fait, si je sais où je vais plus facilement savoir ce que je peux faire et ce que je ne dois pas faire. Plus facilement. Et il faut éviter le mimétisme. Il faut éviter d'imiter les gens. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qui est bien que moi également, je dois le faire. Et j'aime beaucoup prendre l'exemple de Samson. Parce que, par exemple, Samson, quand il est né, Dieu a dit à ses parents qu'il ne devait pas se raser. Parce que, en fait, je reprends l'exemple de Samson parce qu'un jour, ma fille m'a raconté une histoire où elle estimait que j'étais une maman dure. Voilà. Elle estimait que j'étais une maman trop difficile. Parce que tous les autres parents avaient accepté quelque chose que moi, j'ai refusé. Et je lui ai expliqué qu'en fait, par rapport à ce à quoi tu as appelé, il y a des choses que tu as appelé à ne pas faire. Et j'ai pris l'exemple de Samson. Samson, c'est un garçon auquel Dieu avait dit à ses parents qu'on ne devait jamais le raser. Donc, les cheveux de Samson devaient seulement pousser. On ne devait pas le raser. Mais je dis, imagine un peu Samson, tous les garçons font des coupes. Donc, tous les garçons sont là, ils tracent, ils font des trucs. Et Samson dit que non, moi aussi je veux faire, moi je ne sais pas, la punk. Moi aussi je veux tracer comme, je sais pas, le truc de Mbappé. Bon, et Samson va faire ça. Bon, tu comprends que si Samson fait ça, en fait, il passe à côté de sa vision, il passe à côté du plan de Dieu pour sa vie. Parce que l'autre chose, c'est que je n'ai pas dit, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, mais c'est qu'en réalité, c'est Dieu qui sait ce à quoi tu es appelé, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Donc, la meilleure façon, parce que souvent, oui, mais moi, je ne connais pas ma vision. En fait, la meilleure façon de connaître ta vision, c'est d'interroger Dieu. Parce que, comme je disais, tu peux faire des choses qui ne sont pas ton appel, parce que tu as vu d'autres faire. Parce que tu as dit que lui, il chante, moi aussi, j'ai une belle voix, donc je vais chanter. Pourtant, peut-être que Dieu ne t'attendait pas à la chorale. Donc, la meilleure façon de savoir ce à quoi Dieu t'appelle vraiment, c'est de lui demander. Parce que c'est lui notre créateur. Donc, c'est lui qui a notre mode d'emploi, en fait. Voilà.
Je ne sais pas si, Mamie Yo, je te passe la parole, s'il y a des questions, s'il y a des éclaircissements que tu peux peut-être donner. Merci beaucoup, Tata Mireille. Merci beaucoup, Mommy. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est clair, je ne sais pas si la main qui est levée, c'est la main de depuis ou c'est une main pour une question encore. Peut-être que je vais vous laisser d'abord poser la question et je vais avoir mon mot de fin. Comme j'étais en train de dire, là, on a eu une session plénière, là où il y avait un exposé, parce qu'on se donne le défi quand même de tenir dans 2 heures de temps, parce qu'après 2 heures, on se dit que le temps d'attention peut être passé. On se disait 2 heures de temps pour partager la connaissance, mais après sa présentation, c'est vrai qu'elle a parlé beaucoup entrepreneuriat, elle est revenue sur la vision côté famille. Ceux qui ont fait le parcours jusqu'à présent, qui ont rédigé leur vision, qui ont fait les exercices précédents. Bref, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que le docteur Mireille Mbonda a exposé? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Avant que je ne fasse le résumé de fin et que je puisse conclure. S'il y a des questions, levez seulement la main, hein, ou ouvrez votre micro et vous parlez. Oui, Madame Ateba. Ok, bon, rebonsoir. Rebonsoir. Voilà, tout à l'heure justement, elle a parlé de deux visions, comme tu viens de dire, une vision, je peux dire, professionnelle et une vision familiale. Je voudrais savoir, est-ce que on peut avoir plusieurs visions sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan, c'est pas sur d'autres plans, ou alors il faut forcément qu'il y ait une vision globale, surtout que là on parle de, c'est à l'échelle personnelle, quoi. Mhm. Mhm. OK. Peut-être avant qu'elle ne réponde, elle a précisé, hein, elle a dit que vous pouvez écrire une vision selon différents domaines. Mhm. Selon les domaines de votre vie, vous pouvez écrire une vision. Mais ce sur quoi on a échangé dans les précédents ateliers sur écrire la vision saine et spécifique, on partait de se connaître soi-même et on a fait un parcours. Mais ce sera encore long à reprendre là maintenant. Ce que moi je dis souvent, c'est que les différents domaines de ta vie dans lesquels tu vas écrire la vision rentrent ensemble pour accomplir la vision globale que tu sais que tu portes. Tu comprends un peu ce que je dis? C'est-à-dire qu'il Pas y a ta complètement. vision globale qui est rattachée à ta personne, mais parce que tu sais que voilà la vision globale que tu portes, ce que tu veux devenir, ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir avant de partir de la terre, tout ce que tu vas faire, tout ce dans quoi tu vas entreprendre doit être en accord avec la vision globale que tu t'es définie. À la fin du précédent atelier, j'étais en train de dire, j'ai essayé de donner des étapes de construction de sa vision personnelle. Et je disais, la première étape, rêver et rêver grand. Écris le rêve que tu as par rapport à toi-même. Dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que tu te vois? C'est un rêve que tu as de toi-même. Maintenant, pour t'aider à décomposer cette vision, c'était à 3 niveaux. Qu'est-ce que tu te vois devenir? Qu'est-ce que tu te vois faire? Et qu'est-ce que tu te vois obtenir? Parce que nous sommes partis d'un principe. Il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. Donc, tu écris ta vision à ces 3 niveaux-là. Ça fait en sorte que lorsque tu arrives à la déclinaison de ta vision en plan d'action, tu vas te dire, par exemple, je veux devenir une femme modèle globalement et qui va enseigner d'autres femmes à être des femmes modèles. Je le dis comme ça. Voilà la vision globale que tu portes. Ça signifie que du point de vue de ta famille, tu vas t'écrire une vision qui consistera à faire de ton foyer, par exemple, un foyer épanoui. Mais là, tu vas le décomposer en objectifs spécifiques, comme elle était en train de le dire tout à l'heure. Pour devenir cette femme modèle-là, il faut que sur le plan professionnel, que tu aies également une étoile ou que tu brilles dans un certain domaine. Tu vas écrire ta vision dans ton domaine professionnel pour dire du point de vue professionnel, pour
pour atteindre ma vision de devenir une femme modèle qui va former d'autres femmes modèles, je dis quelque chose comme ça, professionnellement parlant, voilà ce que je vise. Du domaine de l'entrepreneuriat, voilà ce que je vise. Donc, tu peux avoir plusieurs visions, mais toutes ces visions, selon les domaines, doivent s'agencer pour accomplir la vision que tu portes globalement. Je ne sais pas si j'ai réussi à t'expliquer ce que je... Non, je comprends tout à fait. Voilà. Donc, oui, on peut écrire plusieurs visions dans des domaines différents, mais il faut s'assurer que toutes ces visions sont cohérentes et rentrent en compte avec la vision globale. Je vais le dire comme ça. Ok. Je ne sais pas si Tata Mireille voulait ajouter quelque chose. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bonsoir à tous. Bonsoir, Brice. Je voulais demander comment prioriser une tâche. Comment prioriser une tâche? Je ne sais pas si je laisse Tata Mireille répondre ou si je réponds. Tata Mireille, tu réponds parce que c'est elle qui m'avait enseigné le principe en fait, mais c'est vrai qu'elle ne l'a pas, elle n'est pas revenue dessus. Tata Mireille, tu réponds ou j'essaye d'abord de répondre? Vas-y, mamie. D'accord. Comment prioriser les actions? Elle a d'abord dit dans son exposé, on commence par la tâche la plus importante, pas par la moins importante, mais par la tâche la plus importante. Donc, c'est à toi de pouvoir savoir dans tout ce que tu as à faire, qu'est-ce qui vient avant l'autre. Mais le principe dont je parlais, que j'ai appris au travers d'elle, parce qu'elle lit beaucoup, et par la grâce de Dieu, quand elle lit et qu'elle parle, moi, j'apprends d'elle. Donc, elle m'avait montré une image une fois pendant un de ses exposés où dans un vase, on commence par les cailloux les plus gros. Qu'on veut mettre dans un vase, on commence par les cailloux les plus gros et ensuite on met les plus petits et ensuite on met le sable. Je ne sais pas si elle a une image de ça, mais c'est comme ça que moi j'ai appris le principe de la priorisation avec elle. C'est-à-dire que tu prends le plus important. C'est par ça que tu commences. Et ensuite, les petites choses secondaires, c'est là que tu les mets au-dessus. Mais elle disait aussi quelque chose tout à l'heure, la difficulté qu'on a souvent, c'est de prendre du temps avec soi-même pour comprendre ce qui est important et ce qui doit passer avant l'autre. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour prioriser, il faut se calmer. J'ai une phrase que j'aime souvent dire, lorsque les choses s'agitent, lorsque beaucoup de choses viennent à la fois, prends le ballon, tu déposes par terre, tu prends le pied, tu poses dessus. Tu calmes la situation et tu te demandes, je commence par quoi? Tu dois prendre le temps de réfléchir et te demander, qu'est-ce qui est plus important que l'autre? Et tu commences par ça. Maintenant, il y a aussi un principe que j'avais appris d'elle, c'est qu'il y a ce que tu dois faire toi-même, mais il y a ce que tu peux déléguer. Ce que tu peux déléguer ne peut pas faire partie de tes tâches les plus importantes. Donc, ça ne peut pas faire partie de ce que tu priorises. Ou tu peux le prioriser, mais tu confies la tâche à quelqu'un d'autre. Ton plan d'action va contenir cette fois-là déléguer cette tâche à quelqu'un parce que ça doit être fait. Oh, ma batterie est en train de lâcher. Est-ce que si je le dis comme ça, tu as quand même compris quelque chose à ce que j'ai dit? Est-ce que je t'ai aidé un peu? Oui, j'avais une seconde question. Oui. Je voulais demander comment se focaliser sur une tâche accomplie. Sur? Comment ne pas être discret quand on accomplit une tâche? Comment être focalisé? Comment être focalisé sur une tâche? Bon. Oui. Le processus par lequel nous sommes passés pour arriver à cette 4e session nous a conduit à identifier d'abord pourquoi est-ce qu'on est distrait. Pour ne pas traiter un problème de manière superficielle, parce que là, on va juste dire, j'ai du mal à être focalisé sur la tâche. Mais tu dois pouvoir retrouver à l'intérieur de toi pourquoi tu manques de focalisation. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi est-ce que ça a commencé? Et qu'est-ce qu'il te fait le multiplier?
Quand tu trouves l'origine, quand tu trouves la source de ton manque de focalisation, tu peux déraciner le mal à la racine. En fait, tu peux déraciner le mal. Ne pas juste traiter les symptômes. Ça, c'est la première chose que je voudrais te suggérer. Si tu as un problème de focalisation, demande-toi d'où est-ce que ça vient. Est-ce que tout le monde autour de toi est comme ça? Est-ce que tu as grandi comme ça? Est-ce que c'est un moment de ta vie où tu as commencé à être défocalisé? Trouve l'origine et corrige l'origine d'abord. Maintenant, si tu as trouvé l'origine et que tu cherches le moyen d'aller plus loin, pour moi, souvent, le manque de focalisation vient du manque de vision. Et je vais laisser peut-être Tata Mireille me corriger. Mais je disais à une session, la session sur la vision d'ailleurs, que lorsque tu vois quelqu'un qui tue le temps devant la télé, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision. Maintenant, il y a quelqu'un qui décide même de commencer à faire, mais ne va pas jusqu'au bout. C'est qu'il n'a pas perçu l'intérêt d'aller jusqu'au bout de la chose. Donc, en fait, il n'a pas la vision qui se cache derrière ce qu'il est en train de faire. Il faut que tu perçoives la valeur ajoutée que ce que tu fais aura pour avoir la force d'aller jusqu'au bout de ce que tu fais. Je laisse la parole à Tata Mireille pour me corriger ou me compléter. Merci, mamie. Mais en fait, c'est tout à fait ça. Par rapport d'abord à la priorisation, je n'ai pas partagé le cadran, mais il y a le cadran des priorités, où on te dit, on définit toutes les tâches en quatre. Il y a ce qui est important et urgent, ce qui est important, non urgent, ce qui est non important, non urgent, et ce qui est urgent et non important. Je sais que quand je parle comme ça peut avoir l'air très flou. Mais en fait, il y a ce qui est urgent et ce qui est important. Et d'une manière générale, nous, on aime beaucoup, on se dit toujours que ce qu'il faut commencer par ce qui est urgent et important. Mais en réalité, ce qui est urgent et important est devenu urgent parce que tu aurais dû le traiter quand ce n'était pas urgent. Donc, normalement, on doit toujours commencer par ce qui est important. Et ça, c'est Covey qui disait, Stephen Covey qui dit 80% de notre temps doit être consacré aux tâches importantes non urgentes et 5% aux tâches importantes et urgentes. Parce qu'en réalité, si on consacre le temps à ce qui est important, quand ce n'est pas urgent, ce ne sera jamais urgent. Bon, les non importants, non urgents, on doit supprimer de notre vie. Donc, en fait, quand tu as des choses à faire, demande-toi, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Ça, c'est le cadran des priorités. Et tu pourras plus facilement définir si c'est important, si c'est urgent, et pourquoi c'est important, pourquoi c'est urgent. Et comme je l'ai dit, et Mamie l'a répété, la grosse difficulté, c'est de s'asseoir pour se poser cette question. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Ça, c'est la grosse difficulté. Maintenant, la focalisation. Yolène l'a demandé, qu'est-ce qui te défocalise? Mais en fait, peu importe ce qui te défocalise, si tu n'es pas focalisé, c'est parce que ta vision n'est pas suffisamment claire. Ou bien si ta vision même, tu as réussi à avoir une vision claire, que tu n'arrives pas à te focaliser, c'est qu'il faut prier. Ça veut dire que quelque part, tu as arrêté. C'est ça qu'on dit de lire la vision tout le temps. Parce qu'en fait, quand tu lis la vision régulièrement, ça permet de maintenir le feu. Mais si tu fais une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas finir par oublier même que les âmes sont importantes. Tu vas finir par oublier que peut-être que tu étais suscité pour aller sauver les brebis perdues de la maison de, moi, je ne sais pas, de Biémassi. Et voilà, ce ne sera plus ton focus. Et comme on va t'envoyer à, je sais pas, Bolova, tu vas partir parce que bon, ça a l'air intéressant. Mais si tu sais, si tous les matins, tu sais que non, j'ai été suscité pour sauver les brebis perdues de la maison de Biémassi, je t'assure que le jour qu'on va te dire que va à Essos, tu vas dire que non, moi, je ne dois pas aller à Essos, je dois aller à Biémassi. La parole de Dieu nous enseigne au travers de la parabole avec la femme syrophénicienne. Jésus dit à la femme syrophénicienne que lui, il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, en fait, Jésus sait pourquoi il est envoyé, c'est pour qui il a été envoyé. Il n'a pas été envoyé pour tout le monde. Ça, c'est la focalisation. Il sait qu'il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il refuse, en fait. Et c'est comme Marie et Marthe. Voilà, ça, c'est peut-être même le meilleur exemple. Marthe travaille. Comme nous, souvent à l'église, on peut être en train de faire beaucoup de choses. Mais le travail de Marthe n'est pas productif. Pourquoi c'est du travail? Mais ce n'est pas productif. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas là où Dieu l'attend. Quand Marthe se plaint de ce que Marie ne l'aide pas, Jésus lui dit, Marie a choisi la bonne part. Donc, il faut toujours se demander, Seigneur, montre-moi quelle est la bonne part. Seigneur, aujourd'hui, là, tu m'attends où?
Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? On va se retrouver, et c'est comme ça qu'on se fatigue. J'ai dit moi la première, hein, voilà. On va se retrouver à faire beaucoup de choses, mais qui ne sont pas des choses, en fait, là où Dieu nous attend. Et après, on va te dire et puis les gens vont dire, hein, vous savez, les gens vont te dire que tu es productif, mais, mais au fond de toi, la voix du Saint-Esprit te dit, tout ça, c'est le bruit. Tout ça, c'est le bruit. En réalité, toi-même, tu sais. C'est comme le figuier. Le figuier a les feuilles. Donc, les gens voient les feuilles, ils disent que oui. Mais Jésus cherche le fruit, il n'y a pas de fruit. Donc, c'est le fruit qui nous intéresse. La productivité, ce n'est pas les feuilles, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est le fruit, ce qu'on peut manger. Merci, Mamie. Merci, Tata Mireille. Est-ce que, lorsqu'on l'a dit comme ça, est-ce que tu as reçu la réponse à ta question? Brice? Allô? On t'entend de loin, on t'entend à peine. Je vous prie, Tata. C'est bon, tu as reçu la réponse à ta question? Je crois que la connexion te pose problème. En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Il nous reste environ 9 minutes par rapport à cet atelier. Athéba, ta main qui est levée, c'est la main de depuis ou tu as levé une autre main? Non, j'ai pas levé une autre main. J'ai oublié de la baisser. Je la baisse. Bon, j'ai une autre question. S'il n'y a pas Oui. de main, je voulais demander comment discipliner son temps en fonction des différentes tâches. Donc, oui, des différentes tâches qu'on s'est fixées. Bon, Comment... là, Tata Mireille pourra répondre. Mais ce que je voulais déjà préciser, c'est que je vous ai dit que les ateliers pratiques d'ABS, c'est un parcours. Et justement, la prochaine thématique de la session plénière, ce sera passer à l'action et maintenir le cap. C'est au cours de cet atelier on va un peu aborder cette question de discipline-là. Mais Tata Mireille est là, peut-être qu'elle pourra répondre déjà, donner une réponse par rapport à elle-même. Tata Mireille? Oui, par rapport à on va dire comment organiser son temps, en fait. Déjà, ce que je conseille, ce que je recommande, c'est déjà au début de faire l'état des lieux. Donc, pendant une semaine, tu écris juste ce que tu fais. Tu dors combien d'heures? En fait, ce que tu fais de ton temps. Parce que souvent, on ne réalise pas. J'ai remarqué ça. En fait, c'est ça que c'est l'importance de tout ce qui est tracking, hein. Parce que tant qu'on ne te dit pas, toi-même, tu ne réalises pas le nombre de temps que tu mets sur les réseaux sociaux. Dans les différents groupes, je suis les gens. Durant une des premières choses qu'on faisait, c'est qu'on regardait le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Et tout le monde, en fait, tout le monde était dépassé. Après, tu te rends compte que il y a des jours, tu fais 3 heures, 6 heures sur les réseaux sociaux. Et après, tu vas dire que tu n'as pas le temps. Mais en fait, parce que le temps est mal utilisé. Donc, la première des choses que tu peux faire, Brice, c'est déjà de savoir où va ton temps. À quoi consacres-tu ton temps? Donc, tu fais pendant une semaine, 2 semaines, tu ne fais rien d'autre que d'écrire ce que tu as fait. Combien d'heures j'ai dormi, à quelle heure je me suis réveillé, combien de temps j'ai prié, juste ce que j'ai fait. Et maintenant, une fois que tu as déjà fait l'état des lieux, donc tu sais ce que tu as fait, tu écris ce que tu aimerais faire. Et je l'ai dit, hein, pour toute chose, il y a un prix à payer. Ce que je fais aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, quel est le prix à payer pour y arriver? C'est tout. C'est tout. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Mais c'est quand même tout. Ce que je fais, ce que j'aimerais faire, quel est le prix à payer? Le prix à payer sera de moi regarder la télé. Le prix à payer sera de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Le prix à payer sera de dire non à certaines conversations. Moi, je connais des gens qui ne décrochent jamais le téléphone quand on les appelle, en fait. C'était une jeune fille, elle était jeune. Elle dit la seule personne qui l'appelle et elle décroche, c'est sa mère. Donc, tu es sa copine, tu l'appelles, elle ne décroche pas, en fait, parce qu'elle n'a pas prévu de te parler. Donc, tu lui écris un message, vous bouquez un appel, vous bouquez un call, et c'est le jour qu'elle a prévu de t'appeler que vous vous échangez. Mais c'est difficile à faire. Et je crois que le pasteur Paul en a parlé, l'importance des séparations, parce que de toutes les façons, l'apôtre Yvon en a encore parlé, je crois, hier, lors de la veillée. En fait, on est toujours les résultats des personnes qu'on fréquente. Donc, si tu fréquentes des gens qui passent le temps à ne rien faire, ben, tu ne vas rien faire de productif dans ta vie. Si tu fréquentes des gens qui passent le temps à, je sais pas, ben, en fait, c'est ça. Donc, tu es le résultat des gens que tu fréquentes. Donc, si tu veux faire de grandes choses, fréquente des personnes qui font des grandes choses. Amen.
Merci, Tata Mireille. Du coup, on est à 5 minutes de la fin de notre atelier. Je vais prendre le temps de vous remercier encore, vous tous qui avez été connectés ce soir. On est parti de 40 et là, on est resté 23. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions par rapport à cette thématique. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, parce que je sais que beaucoup ont eu le lien aujourd'hui, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, on aura 1 à 2 sessions d'accompagnement parce qu'on en a déjà qui ont commencé la rédaction de la vision aujourd'hui. On devait recevoir les clés pour décliner les visions qu'on a écrites en objectifs et en plan d'action spécifiques. On va donc évaluer tout ça en session d'accompagnement durant le mois de juillet, Durant le mois de juillet, on aura soit 1, soit 2 sessions d'accompagnement, mais le but, c'est qu'au terme de cette thématique, que chacun puisse sortir avec un plan d'action concret sur ce qu'il va faire. Parce que les visions qu'on a écrites jusqu'ici, c'est vraiment pour se réorienter. Lorsque je faisais l'annonce de cet atelier, c'était il faut mieux planifier le second semestre par rapport au premier. Il faut déjà partir pour identifier c'est quoi la vision que je poursuis. Et si je n'ai pas réussi mon premier semestre, au moins je dois pouvoir réussir le second semestre. Notre accompagnement consiste donc à véritablement décliner un plan d'action. Et ensuite, à la prochaine session plénière en juillet, on va voir la dernière thématique, passer à l'action et maintenir le cap. Quels sont les freins pour passer à l'action? Parce qu'on a constaté qu'on peut avoir ce plan d'action-là, mais ensuite, commencer, c'est tout un problème. Comment est-ce qu'on fait pour commencer? Et lorsqu'on a commencé, à un moment, on peut se lasser. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir le cap? Ce sont des choses que nous allons aborder à la prochaine session plénière. Mais avant la session plénière, il y aura les sessions d'accompagnement au milieu. Les sessions d'accompagnement concernent les personnes qui sont dans le groupe WhatsApp. On va revenir sur la session plénière et on va répondre aux questions spécifiques de chaque participant et vous reverrez la communication pour la prochaine session plénière par la grâce de Dieu qui marquera la fin de cette première cuvée des ateliers pratiques d'ABS. Du coup, je vous remercie. Merci pour votre présence. Ça nous a fait chaud au cœur de vous avoir, bien qu'il y a très peu qui ont bien voulu montrer leur visage. Merci pour votre présence. Merci encore à Tata Mireille pour sa disponibilité. J'ai été très honorée de ta présence. Que le Seigneur te le rende. Merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Du coup, je vais vous dire juste bonne soirée. À nous revoir très bientôt. Et on va continuer les échanges avec ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, merci, Yolène. Ah, Bye bye. Merci à tous. Bonne soirée à tous. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.